Donc je voulais faire une vidéo spécifiquement sur Kramatorsk. Ça fait 1 an que je viens dans cette zone de l'Ukraine, donc à l'est, dans le Donbass. Et donc voilà, quand je suis venue l'été dernier, l'idée c'est de vous expliquer un peu comment les choses ont évolué en fait au cours d'1 an. Donc quand je suis venue il y a 1 an, la ville était, le front était encore à 20 km d'ici, et la ville subissait des attaques, ou en tout cas on les entendait la nuit. Donc les nuits étaient coupées, entrecoupées de drones qui pouvaient tomber. Donc les nuits étaient entrecoupées, si bien qu'à un moment donné je me suis dit oh là, mais quand même ces gens ne dorment pas, ils sont réveillés au cours des nuits tous les jours. Ouais, le lendemain matin, ils vont quand même au boulot et mènent une vie normale, quoi. Mais pendant la journée, les journées étaient tranquilles, étaient calmes. Quand je suis venue au printemps, donc là, les villes de Konstantinivka étaient déjà bien détruites. Družkivka commençait à être détruite. Et donc le front se rapproche, hein, évidemment. Là, déjà, les attaques arrivaient la nuit, mais aussi la journée. Si bien que quand je suis arrivée, donc je suis venue de mars à début mai. Et les 3-4 premiers jours après mon arrivée, il y a eu des attaques régulières sur la ville, pas très loin de moi, à un pâté de maison ou à quelques 100 mètres de là où j'étais. Bon, si bien que même moi, j'ai senti la pression monter personnellement, et que je me suis dit, bon, je suis censée rester là jusqu'à début mai, mais je vais prendre les choses un jour après l'autre et me poser la question, tout simplement, tous les soirs, est-ce que je suis encore à l'aise, je reste demain ou je pars. Bon, j'ai été jusqu'au bout, mais il y avait une pression qui montait. Alors personnellement, je l'ai senti, mais pour les gens ici, j'ai aussi vite vu au cours des discussions que je pouvais avoir avec des amis, les amis avec qui je fais les évacuations, mais aussi quand on allait préparer une évacuation dans des familles où on se rendait compte que la pression était en train de monter, que les gens se disaient bon, il va commencer à falloir se préparer, on va avoir de plus en plus de demandes d'évacuation, donc il faut qu'on soit prêt. Voilà, la tension montait, quoi. Les gens disaient quand même, j'ai vu une réunion se faire de l'association Futurama avec toutes les bénévoles qui étaient là, il y en avait une vingtaine, et Colia qui leur disait pour l'instant on ne sait pas encore vraiment en ville, donc tout va bien, mais soyons prêts. Bon, ça montait, et puis au bout de quelques jours, je suis partie sur une évacuation plus loin, donc je passais la nuit en dehors et je revenais que le lendemain matin. Et en fait, en une nuit, je suis partie le matin, je voyais les filets anti-drones qui commençaient à se monter, donc au-dessus des routes, hein, filets anti-drones qui protègent les routes et donc les véhicules des attaques de drones. Et donc je suis rentrée le lendemain, les 2 entrées principales de la ville avaient été couvertes, quoi. Et voilà, petit à petit, au cours entre avril et début mai, je pouvais rouler 100 km sous des filets anti-drones. Les villages étaient connectés entre eux par ces filets anti-drones, quoi. Donc clairement, encore une fois, la pression monte et ça se voit sur le terrain. Une fois, je me suis perdue. Et je suis passée par une route qui surplombait la ville, donc j'avais vue plongeante sur toute la ville. Et là, tout autour de la ville, en fait, il y avait des dents de dragon, comment ça s'appelle, fil barbelé, des tranchées, donc tout était préparé, quoi. Tout se préparait aux offensives à venir. Quand au cours de cette première semaine là, quand je suis arrivée, j'ai aussi eu cette étrange sensation d'être dans un futur passé. Dans un futur passé parce que
en fait, les gens n'ont pas d'illusion. Ils savent très bien que quand on leur pose la question, que en fait, la ville va être détruite. Ils ont vu Konstantinivka, ils voyaient au printemps dernier Družkivka se faire détruire. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre issue possible. Ils savent très bien que la ville va être détruite. Tant que les gens sont encore là, pour eux, ça permet de ralentir un peu l'entrée des Russes sur le territoire. Bien que pour eux, ils n'occuperont pas le territoire. Pour eux, ils vont détruire. Leur objectif, c'est de détruire. Est-ce qu'ils arriveront à rentrer? Ils ne pensent pas. Mais leur objectif, c'est de détruire, quoi qu'il en soit. Tant qu'il y a des gens, c'est plus difficile à détruire. Donc ils restent aussi pour ça. C'est plus difficile de penser à occuper un territoire, quoi. Donc ils restent là. Et ils restent là aussi, et ça rejoint un peu la question des évacuations, pourquoi certaines personnes sont déjà parties, certaines personnes sont parties au tout début de la guerre. Et pourquoi d'autres personnes ne sont toujours pas parties, pourquoi certaines resteront encore. Quand on regarde Družkivka, en tout cas j'ai eu des retours sur Družkivka, il y a encore des gens qui habitent là-bas, il y a encore des familles, des enfants qui habitent là-bas. Et il y a même des gens qui reviennent. Des gens qui reviennent parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver à se loger à l'ouest. Donc, ouais, c'est quand même compliqué, quoi. Et donc, quand on se pose cette question-là de pourquoi les gens n'évacuent pas, ça rejoint effectivement aussi en termes de... tout simplement, c'est chez eux, quoi. Tout simplement, c'est chez eux, c'est leur terre, c'est leur famille, c'est leur communauté, c'est chez eux, quoi. C'est leurs gens, quoi. C'est leurs gens. Pourquoi est-ce que les gars des associations avec lesquelles je travaille restent là, ils resteront là jusqu'à ce que ça n'est plus possible de faire autrement? Parce que c'est chez eux. Voilà, parce que c'est chez eux, parce que c'est leur gens, et qui resteront jusqu'à ce que c'est plus possible, quoi. Donc voilà, la situation, elle était comme ça, et j'avais ce sentiment de futur passé, parce qu'il n'y a pas d'autre issue, on sait déjà comment ça va se terminer. Et je me disais, mais comment... Enfin, il y a un sentiment bizarre de se dire, le futur est déjà tout tracé. Et le futur ressemble à quelque chose qui est déjà mort, quoi, et qui est fini, qui est déjà passé. Et puis alors, donc je suis revenue là au mois de juillet. Au mois de juillet, la situation s'est encore empirée, hein, évidemment. Empirée parce que les attaques sont dans la ville, mais de manière beaucoup plus importante. C'était déjà le cas au printemps, mais là de manière beaucoup plus importante, c'est-à-dire que tous les jours ça tombe. Tous les jours c'est un nouveau bâtiment, tous les jours c'est... enfin plusieurs nouveaux bâtiments, puisqu'il y a plusieurs attaques dans la journée. On a des espèces, on vit un peu rythmé par les attaques. On sait que de tel à tel moment on a une fenêtre d'ouverture où on va moins être attaqué. Ce qui permet aux gens de rentrer, sortir, faire leurs trucs essentiels, ou nous, rentrer, sortir des évacuations, avec moins de danger. Donc les gens vivent avec ça, mais de toute façon, tous les jours ça tombe, quoi. Tous les jours ça tombe. Voilà, quelques 100 mètres, ici quelques 20 mètres, voilà, c'est une voiture qui prend feu. Avec une grand-mère qui me disait l'autre jour, j'essayais de me garer. Je me suis fait jeter, elle m'a dit non, te gare pas devant ma fenêtre. Bon, fort bien. Fair enough, j'étais me garer plus loin. Voilà. Aujourd'hui, oui, les grands dragons sont à l'intérieur de la ville, les tranchées sont à l'intérieur de la ville, les fils barbelés sont à l'intérieur de la ville. Voilà, la situation a bien rapidement évolué, ne serait-ce qu'entre le printemps et maintenant, quoi. Comment les gens ressentent ça, je trouve beaucoup plus fort aussi qu'au printemps. Pourquoi? Parce que au printemps, on était encore très axé sur évacuer Konstantinivka, évacuer Družkivka, qui sont à 10-20 km d'ici,
C'était vraiment le... Et on avait les premières attaques, enfin les premières grosses attaques plus régulières sur la ville. Là maintenant c'est carrément dans Kramatorsk. Les magasins commencent à fermer, enfin ils commencent à fermer de manière plus importante. Les gens partent, on a des demandes d'évacuation tous les jours. Mais on sait aussi que les gros magasins, genre supermarchés, des choses comme ça, le mois prochain ils vont fermer. Là, cette semaine, on a des difficultés à trouver de l'essence. C'est-à-dire que le matin, on sait qu'il y a à peu près deux stations essence maintenant qui fonctionnent. Voilà, quand on part en évacuation, il nous faut de l'essence pour partir, donc on s'arrange maintenant pour, au retour des évacuations, avoir de l'essence, enfin du diesel avec nous, quoi. Donc petit à petit, c'est des choses comme ça qui vont aussi clairement changer le quotidien des gens. Ils vont plus pouvoir aller au supermarché, ils vont plus pouvoir... Il y aura toujours la petite épicerie du coin qui sera ouverte. Parce que c'est des locaux, parce qu'eux, ils vont rester là, parce qu'ils sont soumis à aucune politique globale, quoi. Enfin, politique, stratégie d'entreprise globale, vous voyez. C'est la petite épicerie du coin, la mamie ou la petite jeune du coin qui tient son épicerie, elle restera tant qu'elle, personnellement, elle décide de rester. Et là, clairement, on est aussi avec des gens qui décident d'être là jusqu'au bout, quoi. Donc les choses changent rapidement. Je sais pas, la prochaine fois que je vais revenir, dans quel état sera la ville. Ça sera pas mieux, c'est sûr. Mais les gens tiennent. Mais voilà, je pense qu'il y a cet autre sentiment-là qui arrive maintenant, c'est que les gens sont... La guerre arrive chez eux, dans leur cœur. La guerre arrive dans ce qui est chez eux, dans ce qui est leur gens, dans ce qui est... Et du coup, j'ai cette impression qu'ils le ressentent de manière beaucoup plus forte même que quand c'était Konstantinivka. On me parle d'histoire, on me parle de quand j'étais petite, tu te rends compte, je faisais ça ici, là, avec cette claire idée que bientôt il n'y aura plus rien, quoi. Ça sera un tas de pierres. Les gens ont plus peur. Et je pense que ce sentiment de peur, il est d'autant plus impactant que c'est chez eux. Que c'est pas la ville voisine où ils ont des amis, ou qui connaissent bien, où ils vont marcher de temps en temps. Non, c'est chez eux. Et du coup, ça amplifie beaucoup de choses, ça amplifie tous les sentiments. Voilà, je voulais vous faire un petit point sur cette ville. À bientôt.